Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. La rencontre entre le président Talon et son prédécesseur Yahi suscite moult réactions de part et d'autre. Cette rencontre arrive à point nommé selon Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko. Tout de suite, son intervention dans cette édition. Les trois partis politiques éligibles au financement public exercice 2021 reçoivent 1,5 milliard de francs CFA. Cette première tranche du financement leur a été remise à la Sénat. La Fédération béninoise du handball procédera ce samedi 25 septembre à l'élection de son nouveau bureau pendant l'Assemblée générale. Sidikou Karimou reste le seul candidat au poste de président de la dite fédération. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant total qui revient aux trois partis éligibles au financement public au titre de l'exercice 2021. La moitié de cette subvention, soit 1,5 milliard, a été remise aux partis concernés ce mercredi 22 septembre à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Avant la remise des chèques, la Sénat a dépêché une mission qui a entre autres procédé du 13 au 17 septembre à la vérification du fonctionnement des partis politiques, la gestion de leurs ressources financières, des modalités d'installation de leurs sièges, ce conformément à l'arrêté numéro 055 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date du 1er avril 2020. La subvention débloquée sera répartie conformément à la loi numéro 2019-44 portant financement public des partis politiques, tenant compte du montant total annuel du nombre de députés et d'élus communaux des partis éligibles à raison de 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience ce jeudi 23 septembre le général Stephen Townsend, commandant de AFRICOM. Au cours de leur rencontre, Stephen Townsend a évoqué la sécurité de la partie septentrionale du pays. Selon lui, une meilleure sécurité dans le nord du Bénin profiterait à la fois aux citoyens béninois et aux efforts de sécurité régionale de grande envergure. Le général a été introduit au palais par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Patricia Mahoney, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, Aurélien Agbinoussi, du ministre de la Défense nationale, Alain Nouati, du chef d'état-major général de l'armée béninoise et autres autorités. À noter que son unité est un commandement unifié pour l'Afrique créé par le département de la Défense des États-Unis en 2017 et entré en fonction en 2008. Ce commandement coordonne toute activité militaire et sécuritaire des États-Unis sur le continent.
La rencontre entre le président Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pour Bertin Kovi, cette rencontre tant souhaitée vient à point nommé et à actionner les leviers de la décrispation de la tension sociopolitique du pays. Je vous invite à suivre son argumentaire au micro d'Abdelkader Achiro. Aujourd'hui, leur rencontre permet aux populations à la base de comprendre que la politique est un jeu et qu'il va bien falloir qu'un jour qu'on dialogue. J'espère que ceci va décrisper la situation des familles où les gens se traitaient de tous les noms d'oiseaux parce que les uns se réclamant de Yahi Boni, les autres de Patrice Talon. Mais c'est une visite de courtoisie et ce n'est qu'un début. D'autres pas vont suivre certainement. Il faut voir déjà le format de la rencontre. Le président Yahi Boni y est allé avec son fils. Du reste, c'est ce que j'ai vu dans les vidéos. Et donc, c'est le parent, entre guillemets, de Patrice Talon qui lui a rendu visite. Et quand votre parent vous a rendu visite, il n'y a pas de protocole d'État. Donc, il faut prendre la rencontre dans sa forme même. Ce n'est pas l'ancien président Yahi Boni sur le plan protocolaire qui a été reçu, mais c'est un ami, un parent au président Patrice Talon qui lui a rendu visite, c'est un citoyen. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs que le président Yahi Boni n'y soit pas allé avec des membres du parti qui se réclament de son obédience. Vous n'avez pas vu les démocrates ou bien vous n'avez pas vu les anciens collaborateurs de Yahi Boni. Là, non, Yahi Boni est allé avec son fils. Donc c'est un pater qui allait rendre visite à un ami avec son enfant. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Mais ça a quand même un symbole. Ça montre que, en dépit des contradictions politiques, il y a toujours possibilité de dialoguer. Alors, ceux qui se plaignent de ce qu'il n'y ait pas eu de tapis rouge, pourquoi il y aurait de tapis rouge? Yahi Boni n'est plus dans le protocole où il faut lui mettre un tapis rouge. On aurait violé le protocole d'État. Pourquoi lui mettre un tapis rouge? Et puis, Yahi Boni n'en a pas besoin. Vous avez vu, n'eût été la retenue du président Patrice Talon, mais Yahi Boni se jetait dans ses bras. Bon, en Tchabé Nago, eh ben, il a vite retrouvé ses émotions primaires. Donc, ben, le coronavirus a fait que Patrice Talon s'est dit, tiens, il ne faudrait pas qu'il vienne me contaminer ici, surtout lui qui vient de la France, où il y a des variants et des deltas. Heureusement que notre président a compris qu'il ne faut pas l'embrasser, de peur que peut-être il lui amène le virus. Alors, les gens se plaignent de ce que Talon ne l'a pas embrassé parce que lui l'a fait l'élan, Talon l'a retenu. Il est de l'autorité publique qu'on demande aux gens la distanciation sociale. Et eux ne pouvaient pas violer cette demande qu'on lance à l'endroit des populations. Moi, je crois que ce qui a été fait vient du cœur de chacun. Parce que quand vous regardez vraiment le sourire de Patrice Talon qui fendait son visage en deux, ben, il était heureux que pour une fois, que finalement, il puisse rencontrer et recevoir Patrice Talon, recevoir plutôt Yahi Boni, au palais que Yahi Boni même a occupé 10 ans avant lui. Pour ce qui est de libérer les prisonniers dits politiques, les exilés, et les Béninois dits exilés, et je pèse mes mots quand je dis dits politiques, dits exilés et politiques, c'est parce que je ne vais pas apporter un jugement. Il ne m'appartient pas de dire qui est exilé politique, qui ne l'est pas, et qui est prisonnier politique, qui ne l'est pas. Il y a par contre des gens qui sont arrêtés du fait qu'ils soient entrés en politique. Alors, dans ce sens-là, ce sont ceux-là eux-mêmes, intuitifs, personnels, qui doivent poser des actes, des pas pour se faire libérer. Moi, Kovi, j'avais un mandat d'arrêt, non? N'ai-je pas fait 6 mois de prison en Guinée équatoriale? N'ai-je pas été apatride? C'est l'action que j'ai posée. C'est le pas que j'ai posé moi-même en tant que Kovi qui vaut que je sois libre et que je sois en train de vous parler. Chacun de ceux dont Yahi Boni a cité le nom ne bénéficieront de la clémence ou bien de l'attention de la République qu'en fonction de leurs propres pas qu'ils vont poser. Donc tout ce que Yahi Boni a demandé là, Yahi Boni est allé en tant que père de famille, en tant qu'homme ayant de la compassion pour d'autres qui sont en prison ou en exil, il ne pouvait pas en être autrement. Mais Yahi Talon ne fera pas cela. Je vous le dis tout de suite, et ce n'est pas que je lui dise de ne pas le faire, hein. Il ne le fera pas. Pourquoi vous voulez qu'il libère des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ne lui ont pas fait allégeance en tant que président, n'ont pas fait allégeance à la République, n'ont pas reconnu le besoin de faire la paix
Talon ne le fera pas. Et vous n'allez pas dire qu'il n'a pas respecté, il n'a pas promis, il n'a pas fait ce que Yahya Iboni a fait. Yahya Iboni, en demandant cela, ne demandait même pas que Talon exécute ce qu'il demandait. Il a dit pour la forme. C'est pour la forme que Yahya Iboni l'a dit. Moi, je ne suis pas un hypocrite, je vous dirai la vérité. Alors, si Rekia Madougou veut être libérée là, c'est à elle de prouver à la République qu'elle n'a jamais été un danger pour la République. Et elle ne l'est même pas, elle ne le sera pas demain. Et la République tiendra compte de cela. Et ça va servir comme base pour mieux gérer son dossier autrement. À Ivo, c'est pareil. À Djavon, c'est pareil. Je ne vous le dirai jamais assez. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est cela la politique. Restons avec Bertin Corvi qui évoque les retombées de cette rencontre historique et mémorable. Suivons-le à nouveau au micro d'Abdelkader Achirou. Il faut voir les couples. Ce sont les crises de jalousie ou bien de colère de la femme qui ravivent l'amour de l'homme ou bien l'amour de la femme. C'est maintenant les 6 ans d'inimitié ou bien d'incompréhension. Il fallait voir leurs yeux. Ils sont devenus amoureux subitement parce qu'ils se sont vus. Moi, j'ai vu le président Patrice Talon et la joie qu'il animait, ça se lit. Et combien il frémissait de voir Yahya Iboni devant lui. Et c'était pareil pour Yahya Iboni aussi. Parce qu'ils ont été amis. Vous savez bien que sans l'argent de Patrice Talon, il n'y aurait jamais eu de président Yahya Iboni en 2006. Alors Yahya Iboni n'est pas un ingrat, il se souvient de cela. Ils peuvent bien être des amis. Maintenant, être des amis, ce n'est pas de le montrer au peuple en public tous les jours. Et puis, moi je suis sûr qu'il y a des choses qui les lient, qui les obligent à trouver un compromis et à parler ensemble. Oui, ce qui les divise est moins fort que ce qui devrait les lier. Parce que c'est le peuple béninois et sa paix, son pain quotidien, qui est ce qui doit les lier, et c'est l'essentiel de ça. Du fait que le président Yahya Iboni a été reçu par le président Patrice Talon, mais il y a eu de dégel à l'international par rapport à la crainte que les gens avaient de la tension probable politique au Bénin. Des investisseurs américains qui ne voulaient pas venir faire du BOT ici, nous ont contactés parce que vous le savez bien, quand j'ai été reçu par le président Patrice Talon, il leur a remis des courriers d'investisseurs américains prêts à investir en BOT ici. Dès que le président a été élu, ils ont refusé parce qu'ils avaient peur de la tension. Mais aujourd'hui, du fait qu'ils se soient vus, le lendemain déjà, ils disent que nous sommes prêts à venir construire le projet Glo-Djigbe, aéroport de Glo-Djigbe et la route qui part jusqu'à Porte-Novo. Parce qu'il y a des gels. Ils amènent leur argent, ils construisent, ils gèrent pour un temps et après, ils rétrocèdent à l'État béninois. Au lieu que le projet reste là, parce qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne construise pas, il y a cette possibilité. C'est possible grâce à quoi? Grâce à cette rencontre-là. Ceux qui croient que Yahya Iboni qui a vu Talon, ça ne signifie rien, se trompent énormément. Mieux, le projet 226 km, route Banikwara, Kérou, Péanco, Djougou, qu'on appelle la route du coton, ils sont prêts à construire ce tronçon-là en BOT aussi. Ils sont prêts à construire d'autres infrastructures en BOT parce qu'ils se sont rendus compte que les Béninois ont pris le bon chemin, le chemin de la paix. Je voudrais, à la suite de ces Américains-là, inviter aussi les Béninois de la diaspora, mais à comprendre que l'heure est à la réconciliation, à l'apaisement et à faire fi de leur douleur. Et je sais ce que chacun de nous a vécu. J'ai fait 6 mois de prison, 2 ans d'apatridie. Pourtant, j'ai pardonné, j'ai oublié. J'invite chacun à faire comme Yahya Iboni et à monter, ma foi, sur la piste de danse de la réconciliation et de la paix. Le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation a été exposé au maire ce mardi 21 septembre au Palais des Congrès. Il s'agit d'un projet de réforme contenant des évolutions significatives au niveau communal. Les premières informations indiquent que les fonctions politiques seront séparées des fonctions administratives. Plus de secrétaires généraux dans les mairies. Il sera désormais question de secrétaires exécutifs qui seront nommés par le maire dans un fichier national pour un mandat de 6 ans. Des réformes qu'approuve intégralement Eugène Dosoumou, ancien sous-préfet des Collines. Suivons ensemble ses impressions au micro d'Abdelkader Achirou. La décentralisation en tant que réforme administrative était porteuse de beaucoup d'espoir. On avait estimé que
du temps des sous-préfets, cela ne se passait pas toujours bien comme les populations l'auraient souhaité. Et il faut alors aller vers la démocratie à la base et permettre aux populations d'élire des gens auxquels ils veulent, disons, confier leur destinée. Ceci dit, c'est une bonne chose, la décentralisation. Mais lorsque la décentralisation n'a pas été encadrée comme il faut, écoutez, ce qui s'est passé par la suite, c'est que la décentralisation s'est révélée pire que la période de l'administration de commandement, où vraiment, chaque fois qu'il y a des audits, chaque fois qu'il y a des contrôles de la gouvernance des biens des collectivités, on se rend compte que les maires n'ont pas toujours été à la hauteur de l'espoir que la décentralisation avait suscité au départ. Alors, faut-il rester là, ne rien faire? Aujourd'hui, le gouvernement a cru devoir prendre certaines mesures. C'est une expérience qu'il faut peut-être faire pour pouvoir évaluer le moment venu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, mais ce qui est sûr, on devrait faire quelque chose pour corriger le tir. Pour corriger le tir avec ce qui est fait. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de maires doivent même se frotter les mains. Ils doivent se frotter les mains dans la mesure où, en leur ôtant certaines charges, certaines responsabilités, on les place en même temps à l'abri de certaines déconvenues. Je crois que de ce point de vue-là, ils doivent se réjouir. Quand du jour au lendemain, un élu qui devient maire, c'est sur, disons, les ressources de la collectivité qui s'octroie un certain nombre de délices, de loisirs, un certain nombre de faveurs, pour tout dire, la population est là et ne comprend pas. Et elle ne reste pas quand même sans rien faire, sans rien dire à travers les autres élus qui n'ont pas forcément ces privilèges-là. Eh bien, la population, le peuple s'exprime. Vous avez vu au départ de la décentralisation combien de fois les conseillers ont voulu destituer les maires. C'est à cause de ces choses-là. Aujourd'hui, le gouvernement, avec à sa tête son chef, ont pris des mesures pour corriger le tir. Nous sommes au début. C'est même un projet de loi qui ira à l'Assemblée nationale avec les prérogatives qui sont reconnues aux députés de procéder à des modifications avant le vote. On verra le test définitif quand il nous reviendra et on va se donner également le temps d'expérimenter ce qui est prévu là et de corriger. Parce que ce qui est prévu aujourd'hui, c'est pour corriger un certain nombre de tares identifiés dans la mise en œuvre de la décentralisation. Bon, lorsqu'on a pris ces mesures, on va également les appliquer et à un moment donné, se donner les moyens de les évaluer, d'évaluer la mise en œuvre et de tirer les conséquences qui s'imposent. La journaliste d'investigation Marie-Louise Dibias a organisé ce 23 septembre un atelier de sensibilisation à l'endroit de ses confrères journalistes à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou, un cadre pour partager le contenu du 3e francophone sur l'apatridie avec ses hôtes. Une séance bénie par les acteurs de lutte contre l'apatridie et les associations des professionnels des médias. Carles Kitomé a participé aux travaux. Voici son compte rendu. Ce cours, pendant une dizaine de jours, c'était très intéressant.
et je suis partie des connaissances que j'ignorais. Donc, à l'issue de ce cours, je n'ai pas voulu sincèrement garder ces connaissances pour moi-même. Et je me suis dit, comme je suis journaliste, la moindre des choses, c'est carrément d'organiser un atelier et puis faire, c'est comme une sorte de restitution en voyant aussi ce qui se fait au Bénin. C'est dans cette intention de partage que Marie-Louise Dibia a réuni une vingtaine de journalistes avec le soutien des acteurs de la lutte contre l'apatridie au Bénin et la bénédiction des fêtières de la presse béninoise. Mais c'est un lourd engagement pour chacun d'entre nous qui participons à cet atelier de sensibilisation parce que nous sommes très peu nombreux et il s'agira pour nous de nous engager par la suite à faire de cette thématique une réalité, mais à partager également l'information autour de nous et auprès des autres acteurs des médias. Et c'est pourquoi je voudrais joindre ma voix à celle de Marie-Louise qui a commencé à inviter les uns et les autres à une participation active au cours des différents travaux. L'Union des professionnels des médias du Bénin salue l'initiative et accompagnera dans la mesure de son possible toutes les activités qui seront liées à cette belle initiative. Sur ce, je voudrais vous souhaiter un bon moment d'échange, de participation et également d'acquis, parce qu'il s'agira de repartir d'ici avec de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, et que vivent les médias du Bénin au service de la lutte contre l'apatridie. L'initiatrice de l'atelier de sensibilisation des journalistes sur la lutte contre l'apatridie espère susciter des vocations et de l'intérêt au sein de la presse béninoise pour cette cause. Je suis contente parce que je me dis, bon, c'est une petite partie de mon objectif qui est atteint parce que nous sommes des journalistes. Pour moi, si je le fais, c'est parce que depuis un moment, je suis journaliste d'investigation et je fouille. Et lorsqu'on fait on choisit des sujets d'enquête, il faut qu'on soit vraiment renseigné sur la question, il faut qu'on soit vraiment des experts. Et pour moi, on dit, plus en tant que journaliste, en tant que professionnel des médias, nous renforçons nos connaissances sur la question, nous sommes en mesure de mieux parler de ça. Parce que je me dis, c'est toujours les journalistes qui ont le courage de parler. Parce que c'est eux qui descendent sur le terrain pour aller constater et qui savent expliquer aux gens. Comblés, les participants à cet atelier s'engagent à s'organiser en réseau pour prévenir et traiter de toutes les questions de l'apatridie au Bénin. La communauté universitaire a dit un dernier au revoir à Dorothée Huenou, ancien directeur adjoint du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi ce jeudi à l'amphithéâtre Idriss Déby. Une cérémonie émouvante à laquelle a pris part ses frères d'armes de scoutisme béninois. Suivez le témoignage du commissaire général Joachim Domanou. Le chef Dorothée Huenou, précédemment directeur adjoint du COUS AC, était cadre scout chevronné et dévoué qui, en dehors du cadre familial et de son environnement professionnel, n'avait que le scoutisme comme autre famille. Il y consacrait la quasi-totalité de ses moments libres à cette association qu'il a forgée et qu'il a tant aimée. Plusieurs fois membre du Bureau national du scoutisme béninois, le chef Dorothée était jusqu'à son rappel à Dieu le président de la sous-commission formation de notre association. C'est également pendant qu'il assurait les fonctions du commissaire national chargé du programme des jeunes qu'il a œuvré pour doter le scoutisme béninois d'un document-programme qui reprécise, entre autres, notre proposition éducative, nos objectifs de branche, ainsi que la méthode éducative de l'association. Depuis près de 20 ans donc, il a contribué à former nos chefs d'unité et nos formateurs. Le chef Dorothée possédait une grande capacité de conception et de représentation. Je me souviens encore de sa brillante participation en novembre 2013
au premier congrès mondial scout sur l'éducation tenu à Hong Kong au Japon. Représentant officiel du Bénin au congrès, il a été par 2 fois panéliste, d'abord sur un premier thème, la vie et la société auxquelles nous préparons les jeunes, et ensuite sur un second thème, l'impact du scoutisme dans la vie des jeunes et des communautés. Il avait fait la fierté de l'Afrique entière à ce congrès de Hong Kong. Comme nous le constatons donc, notre chef regretté, l'ex-directeur adjoint du COUS AC, était un cadre émérite, très engagé aux côtés des jeunes et très impliqué dans les actions relatives à l'amélioration du cadre de vie de la communauté, des communautés. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de poursuivre sans rappeler ici qu'à un moment donné de la vie d'un scout, ce dernier peut subir des épreuves de bravoure au cours d'une cérémonie à l'issue de laquelle il reçoit un nom appelé totem en fonction de ses comportements, attitudes, capacités et compétences antérieures, de même qu'en fonction de ses réactions au cours du cérémonial. En son temps, notre regretté chef a passé toutes ces épreuves avec succès et donc a reçu le nom de totem cheval tenace. Cheval tenace, tu ne répondras plus jamais à l'appel de ton nom. Tu nous as précédés et nous ne nous lasserons jamais de poursuivre tes œuvres. Tu pars devant nous, toi qui savais agir beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu as rendu maintenant ces moments très rares. Et pour mieux surmonter ce vide, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ton franc-parler, de tes taquineries, de tes critiques objectives, de tes chansons que tu aimais fredonner, de ta gentillesse et de ton éternel optimisme. La Fédération béninoise de handball renouvelle demain samedi 25 septembre 2021 son comité exécutif conformément aux dispositions statutaires. Une seule liste en compétition à cette assemblée générale élective qui va se tenir à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS de Porto Novo. Son suspense, Sidikou Karimou, va présider à la destinée du handball béninois. Pendant les 4 prochaines années, Antoine Bonou, le président sortant, ne va pas briguer un 3e mandat. Les écureuils dames affrontent leurs homologues des Lions de l'Atlas du Maroc demain à Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte du second tour aller des éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 20 ans Costa Rica 2022. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.